les artistes, justement, qui avaient très peu de possibilités ou de liberté d'action sur leur corps, ben, avaient tendance à, justement, diminuer leur motivation jusqu'à un certain niveau dépressif, à déconnecter de leur corps, à être un peu, devenir un peu des machines, en fait. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 99, développement du talent numéro 3, Véronique Richard, PhD, à propos de la spécialisation sportive versus la diversification des activités, repenser le sport de haute performance, développer les habiletés des athlètes et la place de la psychologie sportive, ainsi que la différence entre le Canada et l'Australie. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching parce que ma mission personnelle, eh bien, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, ainsi que ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter sur le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en le disant à un ami, be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement de tout le monde. Pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, si tu es un décideur ou une décideuse du monde du sport, c'est-à-dire que tu diriges un club, une équipe ou prends des décisions au sein d'une fédération, eh bien, ma 36e conversation avec Véronique Richard va être pour toi parce qu'au début, on discute de la différence entre le système sportif australien et le système sportif canadien, elle qui vient tout juste de déménager en Australie. Par la suite, on parle de la place de la psychologie sportive et des spécialistes en développement des habiletés sportives ou moteurs, habiletés motrices par la suite. Et ensuite, on enchaîne de ça avec le cœur de la conversation. Et c'est là qu'on va essayer de brasser des cartes. Du moins, comme c'était le but de l'article que Véronique a publié avec quelques auteurs et on va se concentrer là-dessus. Et en bout de ligne, ce qu'on discute, c'est une perspective alternative sur la spécialisation sportive. Quand est-ce qu'on devrait se spécialiser? Est-ce qu'on devrait se spécialiser? Comment est-ce qu'on devrait organiser l'environnement pour qu'elle concorde avec les personnes, les athlètes qui en font partie? Et puis à la fin, eh bien, on termine avec des commentaires sur la façon de mettre ça en place. Et vous allez voir, c'est une discussion qui a été très facile de mon côté, très naturelle, et vous allez le sentir, là, j'en suis convaincu. Il s'agit d'ailleurs de la 3e épisode d'une série de 4 sur le développement du talent et c'est un plaisir de vous partager cet épisode 99 à l'aube de l'épisode 100 avec Marc-André Duchesneau, lors de laquelle on fera une synthèse sur le développement du talent, en plus de partager toutes les nouvelles rattachées à Temps d'arrêt et la firme de consultation. On y arrivera à un autre moment. Mais pour aujourd'hui, mon invité, eh bien, c'est Véronique Richard. Véronique Richard a obtenu son doctorat en sciences du sport de l'Université de Montréal, puis a poursuivi un stage postdoctoral en psychologie du sport à Florida State University. Sa spécialisation en psychologie de la performance et en créativité l'a mené à travailler à la fois dans des environnements de recherche et appliqués. Actuellement chercheuse à l'Université du Queensland en Australie, elle mène des recherches appliquées combinant créativité et sciences du mouvement pour optimiser la performance, la santé et le bien-être. Les intérêts de recherche de Dr. Richard ont initialement émergé de son implication simultanée dans les sports de haut niveau et les arts du cirque. Dans ses rôles antérieurs de consultante en performance mentale pour les organisations sportives nationales canadiennes et le Cirque du Soleil, Véronique a observé des défis liés à l'équilibre entre la performance de haut niveau et le bien-être des parties prenantes du sport et des arts de la scène. Et ça, c'est un aspect central à la discussion qu'on a d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on va vraiment toucher à comment est-ce qu'on peut amener les athlètes à performer, mais le faire dans un environnement qui va l'amener à bien sentir, à être bien là-dedans et à vouloir le faire à long terme. Le but de ces recherches, je parle des recherches ici de Véronique, est d'impacter la croissance holistique des individus en créant des espaces où chacun peut utiliser sa physicalité pour expérimenter, découvrir, connecter et s'exprimer. Bien que les organisations sportives restent un domaine d'investigation important pour elle, elle élargit maintenant ses recherches à d'autres domaines de performance élevée, comme le domaine médical, aux écoles, ainsi qu'aux organisations de santé et de bien-être.
Il s'intéresse également à explorer comment les environnements favorables à la créativité peuvent contribuer à l'équité, à la diversité et à l'inclusion dans des organisations. Eh bien, je pense qu'à la suite de cette biographie-là, c'est pas trop compliqué de comprendre pourquoi j'invite Véronique sur le podcast, mais principalement sa présence, et je le mentionne au cours de notre conversation, elle vient parce qu'il y a à peu près 3 personnes qui m'ont partagé le dernier article qu'elle a publié quand on essaye de justement brasser les cartes par rapport à ce qui se passe dans le milieu de la haute performance. Et j'étais comme, bon, mais là, Véronique, ça fait plusieurs fois qu'on en parle ou que je m'en fais parler. Faut absolument qu'on mette ça sur la place publique puis qu'on l'amène ça à tout le monde. Et donc, vous pouvez accéder à l'article dans la description de l'épisode. Et sinon, un méchant bon compte rendu dans les prochaines minutes et aux commentaires de la première autrice de cet article-là. Et donc, vous allez pouvoir l'avoir de la source originale. Merci tout le monde d'être avec moi pour l'épisode 99 de Temps d'arrêt et on se revoit pour l'épisode 100. Tu viens tout juste de déménager en Australie. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de l'approche, une différence culturelle par rapport au sport de haute performance avec ce que tu as vécu au Québec puis au Canada dans son ensemble? Ben, je trouve qu'une des. Il y a... Mettons, là, je suis encore en exploration, fait que je peux pas dire que. Mais une des choses qui est un peu différente, je trouve que le skill acquisition, là-bas, c'est beaucoup plus fort qu'ici. Tu sais, ici, on n'a pas tant de spécialistes de ça. Puis, tu sais, ben, nécessairement, je sais pas comment on peut le traduire en français, là, les spécialistes d'acquisition des habiletés. C'est un peu louche, mais Mhm. ces gens-là s'occupent beaucoup de l'environnement nécessairement. Parce que, tu sais, c'est beaucoup du monde qui viennent de Ecological Dynamics, qui ont... Fait que, tu sais, t'as comme un petit peu plus, tu sais, dans les practice design, c'est pas nécessairement toujours l'entraîneur qui est responsable du practice design. Il y a un petit peu plus d'attention à ça. Moi, c'est un... Puis on le sait, là, l'Australie sont forts. L'Australie puis le UK lead un peu le show dans ce qui est tout skill acquisition. Les auteurs vraiment connus de ça viennent tous de là. Qu'on parle de Damien Farrow, qu'on parle de... voyons, c'est quoi son nom? Celui qui est à QUT, ça va me revenir. Tu sais, c'est tous des gens qui sont... C'est ça. Fait que ça fait quand même un petit peu une différence que ce staff-là soit plus présent. La psycho est un peu bizarre en Australie parce qu'ils n'ont pas le courant CMPC. Fait que c'est vraiment OK. majoritairement des psychologues cliniques qui sont dans le... qui s'inventent un peu, préparateurs mentaux, je te dirais. Fait que, qui ont appris la culture du sport différemment, mettons. Fait que ça aussi, ça fait un petit peu une différence. Ils ont tous des well-being practitioners qui, eux aussi, ont OK. un background vraiment intéressant. Ça peut être du monde, tu sais, comme il y a des sports que c'est une ancienne nutritionniste, il y a un autre sport que c'est un, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, c'est, le staff est un peu composé différemment en Australie. Fait que, puis là, leur nouveau motto de DAIS, c'est Win Well. Fait que ça aussi, Hmm. c'est intéressant de dire, puis là, je suis en discussion avec eux, puis là, le measurement de ça, le tracking, de comment, tu sais, si c'est ça ton but, que, tu sais, les athlètes win well, là, le win, c'est facile, là, je veux dire, ils win or ils... Mais le well, c'est pas si simple que ça à dire que, fait que ça, c'est des différences quand même assez importantes, mettons. Ben oui, puis il y en a vraiment, puis il y en a plusieurs à laquelle que je veux retourner, mais là, en fait, je pensais vraiment pas te parler de ça aujourd'hui, mais là, tu me parles de, tu sais, Winwell, puis après ça, comme la position de la psychologie en Australie, puis justement, comme au Canada. Puis justement, comme dans un des travaux que j'ai fait récemment, j'ai eu à voir un petit peu comment est-ce que c'est différent dans certains pays. J'ai étudié comme quelques fédérations à travers le monde, de voir comment ils pratiquent. Puis tu sais, des fois, il y en a que justement, comme des pays qui ont beaucoup de succès dans le monde, là, comme tu sais, qui gagnent succès, on va dire, au niveau des médailles, là, parce que je connais pas tout ce qui se passe dans l'arrière-scène, mais que, tu sais, la psychologie n'a pas la même place, justement, que nous au Canada. Puis c'est là que toi, tu le vis, puis tu es en plein là-dedans, mais c'est comme si tu disais que c'est vraiment pas, c'est pas la même posture dans le système sportif, ça serait une bonne façon de le dire? Ouais, je pense que oui. Comme c'est sûr que nous, vu qu'on est très régulé, même les CMPC, eux, ils n'ont pas. Fait que quelqu'un qui voudrait faire ça, c'est un peu un performance consultant. Tu sais, c'est comme pas régulé vraiment. Puis le AIS engage pas nécessairement ces gens-là parce qu'ils veulent quand même des gens qui sont. Fait que là, ça devient des gens qui sont registered. Fait que là, c'est des psychologues. Fait que ça l'amène cette dynamique-là.
je les sens un peu plus loin du terrain parce qu'il y a pas de CMPC, justement, dans certains sports. Mmh. Mais tu sais, je suis encore en exploration, là. Fait que là, j'ai mais tu sais, mettons, de tous les sports que j'étais allée visiter, j'ai jamais bumpé dans le psychologue sportif, genre sur le terrain. Ah, intéressant. Puis tu sais, mais l'affaire, c'est puis mon point, surtout avec ça, puis j'amène un peu les entraîneurs puis du monde à voir ces temps-ci, c'est que je pense qu'il faut se poser la question sur comment est-ce que les dimensions de la performance, ça, c'est ma façon de le formuler, s'arriment ensemble pour optimiser la performance et le bien-être de tes athlètes. Tu sais, dans le sens que, oui, la préparation mentale a un espace, oui, la nutritionniste a un espace, oui, l'expert de développement des habiletés, le skills coach, là, comme on l'entendrait souvent, tu sais, au hockey, a son impact puis a son rôle à jouer, mais c'est pas à cause que dans un sport, pour avoir du succès, le préparateur mental doit avoir une énorme place, que dans un autre sport, c'est la même chose. Puis ça, je pense que c'est important. Et là, moi, ça me ramène au point, quand tu parles d'experts d'habileté, il y en a beaucoup, tu sais, je veux dire, le discours qu'on a par ici, c'est souvent qu'on va les critiquer parce que c'est des fois les personnes qui vont travailler sur des skills qui ne se reproduisent pas nécessairement dans le match, ou c'est comme des contractuels, où qu'on voit un peu, une expression que j'ai appris dans les 2 dernières années, où est-ce qu'on voit un peu turfer la responsabilité. C'est comme, OK, ben moi, je m'occupe du système de jeu, je m'occupe de la motivation, de la cohésion de l'équipe, puis toi, ben, tu vas t'arranger pour qu'il tire bien au panier, tu vas t'arranger pour qu'il tire bien au filet, puis ça, c'est ta responsabilité. Fait que je serais curieux d'avoir peut-être un exemple, comment est-ce que l'arrimage est fait justement de l'autre côté de la planète dans l'inclusion de l'expert d'habileté. Ouais, ben, premièrement, l'expert d'habileté, c'est quand même intéressant comme translation. Je trouve que skill acquisition specialist, c'est un peu Tu peux la différent. challenger en direct, là, c'est bien correct. Ouais, mais non, je trouve ça, tu sais, c'est pas un. C'est juste. C'est souvent des spécialistes du design de l'entraînement. C'est souvent des. Comment je le vois en Australie, c'est. Ben, eux, ils vont venir à l'entraînement. Ils travaillent avec le coach. Souvent, le travail, c'est beaucoup plus avec l'entraîneur, le head coach ou un entraîneur spécialiste, peu importe du sport. Oui, le skill acquisition specialist va venir sur le terrain, va faire des trucs, mais souvent vraiment en harmonie avec le coach. Puis son but, c'est d'amener l'entraîneur à expansionner son coffre à outils de stratégie pour développer des habiletés. Hmm. Une de mes grandes critiques, c'est que ça ne devrait pas s'appeler un skill acquisition specialist, ça devrait s'appeler un motor skill acquisition specialist parce que tout ce qu'ils font, c'est développer des habiletés motrices. Moi, je pense que les Ah. mêmes principes peuvent s'appliquer pour le développement d'habiletés psychologiques, pour le développement d'habiletés sociales. Donc, eux, ils font zéro ça. Mais je pense que, ben, tu sais, tu connais un peu mes recherches et tout ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à transférer beaucoup de trucs qui sont faits dans le skill, dans toute la recherche au niveau de l'acquisition d'habiletés motrices, à le transférer. Est-ce qu'on peut utiliser des principes similaires pour développer des habiletés comme l'acquisition d'habiletés psychologiques? Puis je pense que oui, il faut juste être en mesure de créer des environnements qui ont pour but de développer des habiletés psychologiques et non juste des habiletés motrices. Puis même encore là, ça, on assume que l'environnement va être designé pour développer des habiletés motrices, mais je dirais que souvent, on va designer l'environnement pour préparer une équipe, puis préparer le côté tactique des choses, que le Mm. côté technique, moteur, psychologique n'est pas nécessairement mis de l'avant. Puis c'est là que ça revient un peu à ce qu'on va parler principalement, parce que, bon, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce qu'on veut parler de l'article Holding Open Spaces to Explore Beyond Toward a Different Conceptualization of Specialization in High Performance Sport. Puis Tu me ça, donnes un la titre raison pour pour laquelle on m'en en parle, c'est qu'il y a trop. Ben, vraiment. Puis en fait, ben, il faut que le titre d'un article scientifique représente de ce que ça va discuter, on s'entend. Là. C'est pas comme un titre d'un blog ou un titre d'un livre où est-ce qu'en bout de ligne, tu veux que les gens l'achètent, que tu veux que les gens cliquent. C'est faut que ça représente ce qu'il y a à l'intérieur. Puis je pense que tu élargis un peu le concept de qu'est-ce qu'on devrait inclure justement dans la préparation, dans l'environnement. Mais là, moi, je veux terminer l'espèce de parenthèse sur les spécialistes d'acquisition des habiletés. Je vais déjà changer le terme que j'utilise pour les désigner, ces personnes-là. Mais est-ce que c'est plus souvent des gens qui ont un background dans ce sport-là ou c'est des généralistes qui ont un background en développement moteur qui vont justement aller voir des entraîneurs pour les aider à développer cet aspect-là? 100% le deuxième. C'est tous des PhD avec un PhD en skill acquisition. 100%. Genre, j'en connais pas qui OK. ont. En Hein? Australie, tout ça que je. OK. Mettons la fille qui fait le BMX puis qu'elle aide un peu surfing, elle a un background en gym.
comme elle, mais tu sais, pas un background de haut niveau, mais elle a fait un PhD en Skill Acquisition. C'est très, très populaire là, dans les universités australiennes, ce PhD-là, ce stream, là, j'ai juste ce mot-là dans la tête. Ouais, Ce courant-là courant-là. d'études est vraiment plus populaire que ce qu'on peut le voir ici, là, 100%. Puis c'est intéressant Moi, parce que, moi tu j'aurais sais, fait ça, ça sans la... le voir, je pense que je referais toutes mes études puis j'aurais fait ça. Ah ouais, pourquoi? Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'ils ont ils ont des frameworks vraiment intéressants. Mais en fait, je te dis ça, mais j'aime que j'ai fait en psycho parce que là, je peux faire le transfert. Mais moi, je lis beaucoup plus toute la littérature en skill acquisition que je peux m'intéresser à la littérature, disons, traditionnelle en psycho du sport parce que je trouve que c'est ce qu'on devrait, la préparation mentale devrait être l'acquisition d'habiletés psychologiques. Et on s'intéresse pas, je trouve qu'on s'intéresse pas assez à comment on les acquiert, ces habiletés-là. On connaît la Hmm. finalité, on veut que les athlètes développent différentes habiletés de confiance, d'attention, de motivation, bon, name it. Mais est-ce qu'on s'intéresse à comment on les acquiert? Tu sais, préparation mentale, on fait des workshops, on fait du one-on-one. Est-ce que c'est la meilleure façon d'acquérir ces habiletés-là ou la meilleure façon serait de designer des entraînements qui permettent aux athlètes de développer leur confiance, développer leur motivation, développer leur concentration, si on prend les 3 big habiletés psychologiques, mettons. Moi, je pense que c'est ça, mais là, maintenant, c'est quoi notre framework si on fait ça? C'est sur quoi qu'on peut se bâtir pour dire, ben, comment on les acquiert? Puis je trouve que, ben, il n'y a rien qui dit que l'acquisition d'habiletés, les modèles qui sont utilisés dans la littérature sur l'acquisition des habiletés motrices ne pourraient pas être transférés à d'autres styles d'habiletés. Fait que moi, c'est un peu mon dada de faire ça. Ouais, puis mais c'est vraiment intéressant parce que justement, comme ça me fait penser à un exemple où est-ce que euh, j'ai accompagné une équipe de basketball pendant un court laps de temps, là, quelques mois, et puis je me rappelle vivement que le préparateur mental, son moment to shine, là, son moment de gloire, c'était pendant les pratiques des lancers francs. Où est-ce qu'il se promenait, puis là, il travaillait plein d'années, puis là, il parlait à chacun des athlètes, puis il regardait comment est-ce qu'il allait transférer certains trucs qu'il avait vu des ateliers. Puis ce que tu dis, c'est que dans le fond, le travail devait être un peu plus de terrain qu'en salle de classe, puis ça a beaucoup plus de valeur. Ben, plus ou moins, je sais pas, mais clairement, c'est un complément. Puis je trouve que c'est un complément qui est pas toujours présent parce que justement, ben, en tout cas, puis là, je veux juste parler de mon expérience, mais on n'apprend pas tant ces modèles-là. Je pense qu'il y a beaucoup de préparateurs qui le font de façon intuitive, de dire, hey, tu sais, ça serait logique que j'aille dans une pratique de lancer franc, puis que je les aide à développer leur discours interne ou qu'on fasse des petits challenges pour qu'ils soient capables de mieux contrôler les distractions ou des trucs comme ça. OK, ben ça fait beaucoup de sens intuitivement, mais on se bat. C'est quoi les Ouais. mécanismes qui expliquent que ça fonctionne? Puis moi, ben, j'ai toujours cette tendance-là à vouloir comprendre, OK, mais si on fait ces trucs-là, comment on peut l'expliquer que ça fonctionnerait? Puis ben, je trouve que les modèles d'acquisition, les frameworks d'acquisition des habiletés sont pertinents. Donc, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, ça résonnait un petit peu avec ce que tu faisais ou ce que j'ai vu un peu de ce que tu faisais. Ou est-ce que tu aimes ça être dans l'action, tu aimes ça dans quelque chose de concret qui va venir à des réalisations, mais pas nécessairement, ben, le salle de classe, on a besoin d'en faire. Puis justement, on en parlait, là, on ne rentre pas dans toutes les conversations qu'on a déjà eues, mais tu sais qu'il ne faut pas juste être dans l'anecdotique, il faut avoir de l'académique, il faut avoir du théorique, il faut avoir du scientifique, mais en bout de ligne, il faut quand même se transférer sur le terrain puis faire une action qui va nous aider à faire cette réalisation-là. Mais là, moi, de t'amener dans le sujet chaud, j'ai 40 000 questions par rapport à ça. C'est la deuxième fois que j'ai lu cet article-là. Et très sérieusement, il y a 3 personnes qui me l'ont partagé, je pense, dans le dernier mois et demi, là, je pense, depuis qu'elle a été publiée. Donc, c'est là que j'ai dit, Véro, il faut qu'elle vienne sur Temps d'arrêt, il faut qu'elle vienne parler un peu de ça parce que je pense que ça peut vraiment éclaircir plein de personnes. Parce que ça amène des réflexions. Est-ce qu'on va sortir d'ici avec 45 actions à faire concrètement? Je ne sais pas, peut-être, mais il y a bien des réflexions que plusieurs décideurs dans le monde du sport doivent avoir ou faire ou compléter à la suite justement de cette lecture-là ou tout simplement juste l'écoute de ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis pour moi, c'est très important. Fait que j'ai mentionné le titre tout à l'heure, je ne le mentionnerai pas, il va être dans la description de l'épisode parce qu'il n'est pas très court, mais on va dire
ouvrir les espaces ou tenir des espaces ouverts dans le milieu sportif, ça peut être bénéfique. On va le traduire comme ça, ou du moins je vais le traduire comme ça. Peut-être que tu vas me corriger comme tout à l'heure dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, comme juste savoir, c'est quoi l'intention que tu avais derrière l'écriture de cet article-là, puis bien entendu avec 2 autres personnes, puis c'est quoi le message général? Tu veux-tu la vérité? C'est Oui, ma, ouais, on veut la vérité, c'est ça qu'on veut. c'est ma thérapie des Jeux olympiques, cet article-là. C'est vraiment ça. Après Pour être vrai? allée aux Jeux, ouais. Je sais pas, j'ai été un peu, je sais pas si le mot désillusionnée, c'est le bon mot, mais j'ai eu une expérience fantastique parce que je travaille avec une équipe incroyable avec laquelle j'avais travaillé pendant 7 ans. Donc, la connexion était superbe. Donc, ça, j'ai absolument rien à dire. Mais tu sais, l'observation de tout ce processus-là, de comment les choses se font, d'être en contact avec beaucoup d'équipes olympiques canadiennes. Là, j'avais quand même une grosse charge là-bas d'équipe avec que je supportais, disons. Puis ouais, j'avais, bon, c'est peut-être ma façon, mais j'avais besoin de réfléchir un peu plus profondément. Tu sais, quand t'es dans l'action, puis t'es un NPC, puis tu fais, tu sais, t'es là, puis t'es là en support, puis j'ai eu vraiment besoin de réfléchir à toute cette idée-là. C'est pour ça d'ailleurs que ça commence avec le motto des Jeux olympiques, parce que c'est vraiment... Hmm. Donc, après les Jeux, moi, j'ai fait une learning retreat, où est-ce que je suis allée en Europe pendant 6 semaines, rencontrer des chercheurs, rencontrer des gens que j'avais lu beaucoup leurs travaux, mais que j'avais jamais vraiment rencontrés. Fait que je me suis comme organisée un espèce de parcours de 4 pays différents. J'ai pris 6 semaines, puis je suis arrêtée au musée olympique à Lausanne parce qu'une de mes destinations, c'était la Suisse. Et ça m'a un peu frappé l'espèce de non-alignment. Tu sais, t'as les quotes sur les murs des Jeux olympiques, dont celle que je cite au début de l'article, que justement, la victoire n'est pas tout ce qui importe, mais c'est la victoire dans la vie autant que dans le stadium. Puis que, tu sais, moi, il y a tellement de ces quotes-là qui me faisaient rire parce que j'étais comme, mais ce n'est plus du tout ça, là. Plus du tout ça. On a perdu, tu sais. Évidemment, ces quotes-là sont originaires du début des années 1900. Puis là, tu fais comme, OK, ça fait plus de 115 ans que ça a été écrit, tout ça. Évidemment, la vie a évolué, mais si c'était le but des Olympiques modernes, on l'a perdu, là. On a complètement perdu la carte dans qu'est-ce que c'est devenu. Puis là, c'est suite à ma visite au musée olympique avec toutes ces... J'avais pris des photos de plein des quotes sur les murs, puis essayer de voir la contradiction. Puis c'est là que ça m'a inspiré. OK, est-ce qu'on peut offrir des solutions? Parce que, tu sais, moi, oui, je pense que je critique, mais je critique pas sans solution. Tu sais, si je suis pour critiquer quelque chose, je vais aussi m'intéresser à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, comment on pourrait continuer à évoluer. Là, tu sais, il y a des belles choses qui se passent en ce moment dans le monde du sport, mais ouais, donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ça. Ben, puis ce que j'entends, c'est vraiment que ça a clashé un peu avec tes valeurs, puis avec un peu ce que tu as perçu. Puis tu sais, je trouve que c'est un enfant des fois qui est méconnu, ou est-ce que, bon, j'ai jamais été aux Jeux olympiques, j'ai gravité avec quelques environnements professionnels de haut niveau, fait que je vais parler juste de ce que je connais, puis ce que je sais. Tu sais, t'as ça tout le temps un peu en, tu sais, quand tu grandis, quand t'es un jeune athlète ou un jeune coach, tu regardes ça, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est tellement de haut calibre, c'est tout du monde qui savent de quoi qu'ils parlent, puis qui ont les bonnes intentions, puis tout ça, puis là, j'en beurre épais un petit peu. Puis des fois, tu te rapproches de cet environnement et tu es comme, oh, OK, tu sais, c'est un peu différent. Donc, puis don't get me wrong, puis je pense pas que c'est ça que tu dis non plus. Il y a du monde qui ont des bonnes intentions. Il y a clairement beaucoup de monde qui travaille fort. Mais des fois, c'est qu'à force de bûcher, puis d'essayer d'avancer, puis de pas se poser trop de questions, puis de pas prendre assez de temps pour réfléchir, ben tu finis par te perdre un peu en cours de route. Puis ça, on pourrait le dire même au niveau individuel. Tu sais, si tu fais ta carrière de chercheur, ta carrière de consultant en performance mentale, ta carrière de consultant sportif, comme dans mon cas, tu peux clairement te perdre puis te pervertir en cours de route. Il faut faire cet effort-là. Puis ce que tu dis, c'est un peu que le mouvement olympique a été perverti, ou du moins, c'est peut-être pas aussi sain et pur qu'on pourrait penser. Est-ce que c'est trop fort comme expression? Non, je pense juste qu'on est devenu un peu obsédé par la victoire, les médailles, tout ça, puis qu'on a peut-être un peu perdu l'essence de ce que ça se doit d'être, même au plus haut niveau. Et là, c'est un peu pour ça que j'ai vraiment mis l'emphase sur le papier, sur le haut niveau.
Puis j'ai même un peu... on parle beaucoup, tu sais, comme par exemple, early specialization, early diversification. Early. Mais pourquoi juste tôt? Pourquoi pas late? Pourquoi à un moment donné, ben là, à un moment donné, tout ça, ça l'arrête, puis dans le fond, on devient unidirectionnel, on ne pense qu'à une chose, on ne fait qu'un sport. Puis tu sais, je suis comme... Il y avait une autre quote, je pense pas que je le mets dans cet article-là, mais des fois, dans certaines de mes conférences, je la mets, qui parle que les Olympiques devraient accueillir les approches les plus divergentes. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement drôle, c'est tellement plus comme ça, tu sais, dans le sens que dès que la meilleure équipe dans n'importe quel sport fait quelque chose, euh, les autres équipes se demandent pas, hey, comment je pourrais faire différent pour. Non, 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 tout le monde se met à faire pareil comme. Fait l'élite lead de show. Puis après, même à des plus bas niveaux, on impose à des athlètes de développement de faire comme. C'était comme, mais non, trouvez votre approche à vous, développez l'approche qui fit dans ta culture, avec tes personnes, dépendamment du contexte dans lequel tu es. Mais je trouve qu'on oublie de se poser ces questions-là. Puis malheureusement, je pense que ça fait plus de tort que de bien que d'imiter ceux qui sont au top dans un contexte, dans une culture, avec des gens en particulier. Donc, c'est tout ça un peu que... Et puis, tu sais, écoute, conversation avec tellement de gens extraordinaires dans le milieu sportif qui m'ont un peu aussi encouragé et supporté à écrire quelque chose comme ça. Là. Tu sais, ça se fait jamais tout seul, ces choses-là. Ben, tu sais, puis c'est là qu'on bâtit nos idées sur, tu sais, on fait du piggyback un petit peu là, sur les Mhm. conversations de tout le monde avec qui on est dans notre vie. Puis je pense qu'on ne pourra jamais nommer toutes les personnes qui ont une influence sur les idées qu'on propose justement en temps réel parce que ça se bâtit à travers le temps. Mais justement, je pense que tu vas un peu plus loin dans l'article que ce que tu viens juste de dire. Parce que si j'ai bien compris, il y a même un volet où est-ce que tu questionnes peut-être, ou vous questionnez, là, si on veut inclure les trois auteurs, juste le fait qu'il devrait avoir de la spécialisation dans son ensemble. Ou est-ce que, quand tu parlais des early specialization, on dit, OK, ça c'est mauvais, on veut pas faire ça. C'est le discours général. Après ça, bon, peut-être qu'on va faire late specialization, mais tu vas encore plus loin, puis tu dis, il devrait-tu même en avoir de la spécialisation? Puis est-ce qu'on devrait même pas proposer de la diversification, puis encourager ça? Puis moi, ça me parle. Parce que, tu sais, comme je te dis, ma vie, bon, elle a changé pour des raisons évidentes depuis le 11 décembre 2018, c'est-à-dire la naissance de ma première fille, parce que je suis rendu à 3, pour ceux qui n'avaient pas suivi le fil, puis tout ça. Puis le point avec ça, c'est comme, OK, raison évidente, le changement de couche, puis inclusion de vie, charge de travail complètement différente, ça, name it. Mais toute la réflexion sur l'impact de l'environnement sportif. Parce Mm. que, tu sais, je promets, je reviens à ce que tu disais, là, comme, tu sais, j'ai été un acteur, j'ai été un athlète, j'ai été un coach, comme je fonçais, puis je le faisais, mais je ne m'étais pas tant réfléchi, tu sais, au système sportif. Mais depuis que mes filles sont là, je suis comme, OK, mais est-ce que je veux vraiment qu'elles en fassent? Est-ce que je veux qu'elles aillent aux Olympiques, si elles le veulent, bien entendu? Tu sais, puis là, c'est comme, là, je suis comme, ben oui, parce que de dire que le sport, c'est juste néfaste, puis que le sport de haut niveau, c'est juste néfaste, je considère le football universitaire de haut niveau, là, c'est ce que j'ai connu, comme, est-ce que c'est juste néfaste? Non, clairement. Puis je pense pas que c'est ce que tu dis, là, ça, c'est juste mon monologue ou mon soliloquy qu'on dirait en anglais, là. Mais je pense qu'il y a une façon de mieux le faire. Puis c'est là que cet article-là m'interpelle beaucoup. Parce que c'est un peu flyé. Là. Puis, en fait, c'est pas tant flyé, mais c'est flyé avec ce qu'on connaît. Tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui est un peu fascinant. Puis là, je sais pas où t'envoyer ça là-dessus, mais moi, c'est l'affaire qui me parle là-dedans parce que je veux que si mes filles font du sport de haut niveau, puis tous les autres garçons et jeunes filles québécoises, canadiennes, terriens, là, si on veut citer dans une galaxie près de chez vous, mais le point avec ça, c'est comme qu'ils puissent. Parce qu'il y a quelque chose de bien à faire le sport de haut niveau, mais on peut le faire différemment. Tu sais. Fait que là, je Ouais, sais pas puis où te lancer avec ça, mais c'est là que j'en en suis. fait, je pense qu'il y a une chose à spécifier. Un, j'ai fait du sport de haut niveau aussi, comme tu le sais. Et quand j'ai posté mon article sur Twitter et sur LinkedIn, j'ai quand même, tu sais, bon, je sais pas si c'était un peu de... Mais tu sais, j'ai marqué... Ma première phrase, c'était, tu sais, le sport m'a vraiment beaucoup apporté dans la vie. Mais je pense qu'il y a manière de faire mieux. Tu sais, donc, c'est pas une critique du sport dans sa globalité, mais dans l'idée qu'à un moment donné, on doit tout arrêter dans notre vie pour se concentrer sur une chose, le sport qu'on pratique. Là, ça, je trouve que pour certaines personnes, et là, les nuances sont vraiment importantes, puis dans l'article, on a fait un vraiment gros travail à nuancer tous les propos. Euh, aussi, je trouve que en termes de spécialisation versus diversification,
on reste toujours dans le créneau sportif. Est-ce qu'on doit spécialiser un sport ou on doit diversifier puis faire d'autres sports? Et moi, un des messages que j'apporte, c'est comme, on peut-tu sortir de notre monde de sport puis dire, est-ce qu'on doit se spécialiser dans un sport et arrêter de faire tout ce qu'il y a autour, ou on peut on peut diversifier notre pratique avec d'autres choses. Et là, je donne l'exemple, à un moment donné, très appliqué. D'ailleurs, un de nos reviewers voulait qu'on l'enlève, mais j'ai fighté de fight et je ne l'ai pas enlevé, l'exemple, où un athlète avec qui j'ai travaillé avait beaucoup d'intérêt dans l'univers des arts. Donc, c'est pas un sport. Lui, c'est autre chose qui l'intéressait dans le niveau des arts. Et malheureusement, le sport le contraignait à devoir mettre tout en pause pour se concentrer sur son sport. Mais ce qu'on a vu, c'est que pour cette personne-là, ça, d'être spécialisé à 100% dans une chose et que toutes les actions qu'il devait faire dans sa vie, que ce soit la nutrition, que ce soit son gym, que ce soit, devait être liées à cette pratique sportive-là de haut niveau, pour lui, ne fonctionnait pas. On a vu ses comportements devenir dysfonctionnels, sa motivation diminuer. Il y a eu beaucoup de conséquences et la stratégie, la stratégie dont tout le monde pensait, c'est de fixer l'individu. Donc, d'amener plus de psychologues, d'amener plus... Alors que, clairement, le problème, c'était pas nécessairement l'individu, mais c'était que l'environnement était trop restrictif pour cet individu-là. Et là, il y a une chose vraiment importante. Il y a certains individus qui se déploient, se développent, se plaisent dans un environnement hyper restrictif. Moi, je pense que malheureusement, on les sélectionne aussi, ces athlètes-là, à un moment donné, qui sont capables de tolérer cette espèce d'univers restrictif. Et là, donc, est-ce qu'on est... Et à la fin, puis là, c'est un peu une roue qui tourne. Évidemment, quand on regarde le profil des athlètes élites, ben on regarde qu'est-ce qu'on a sélectionné. Donc, si on encourage cette capacité-là à tolérer un environnement unidimensionnel très restrictif, ben c'est sûr que c'est les individus qui ont les capacités à survivre. Et là, Joe Baker a écrit un fantastique papier sur ce survival impact-là. Je le cite dans le papier. Donc, est-ce que c'est juste à la fin, dans le fond? Puis là, on écrit des articles en psycho sur les caractéristiques des athlètes élites qui ont été sélectionnés sur des critères qui sont basés sur leur... Donc, c'est un self-fulfilling prophecy. Évidemment, si tu sélectionnes les athlètes, bon, ben à la fin, tu vas avoir genre coachability comme caractéristique. C'est sûr que si tu élimines tout au long du parcours ceux qui sont un petit peu moins capables de se fitter dans la boîte, puis qui sont un peu plus peut-être extravagants, un peu plus bold dans leur approche, mais que tu les élimines, ben c'est sûr qu'à la fin, tu n'en auras pas d'athlètes qui vont être... Tu vas avoir des athlètes qui sont très coachable, mais c'est ça que tu as sélectionné, donc c'est comme un peu... Donc, ouais. C'est que ben oui, puis ce que tu dis, c'est que le parcours du talent, en bout de ligne, va créer un biais du survivant. Où est-ce que les personnes qui restent à la fin nous renvoient les caractéristiques qu'on pense. Puis tu sais, pensons à différents environnements sportifs. Puis c'est drôle parce que à un certain point, tout de suite à ma carrière, j'ai rencontré un psychologue parce que j'avais peur un peu de l'après-carrière. Parce que j'étais une personne intense. Puis tu sais, il disait, puis là, j'avais certains comportements X qu'on ne rentrera pas en détail aujourd'hui. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais ceci étant dit, où est-ce qu'il disait, ben, tu sais, l'environnement sportif, l'environnement dans lequel tu as été toute ta vie, a renforcé ces traits-là d'être intense, dédié, focus. Puis moi, ce que tu me disais, quand tu me dis ça depuis tout à l'heure, à la seule fois que je pensais, là, je ne l'ai pas loin derrière moi, mais c'est le livre de Terry Orlick, où est-ce qu'on parle de The Pursuit of Excellence. Puis Terry Orlick, qui est décédé aujourd'hui, qui est un pionnier de la préparation, la psychologie sportive, préparation mentale au Canada, qu'on doit respecter. Mais une des choses que je pense qu'on devrait peut-être plus critiquer par rapport à ses travaux en tant que tel, c'est que oui, dans son livre In Pursuit of Excellence, c'est le thème clé, là, pas besoin de le livre, à mon sens, à moi, le livre aujourd'hui, c'est peut-être parce que je l'ai déjà lu, là, c'est comme focus. Si tu es focus sur ton objectif qui est de gagner le 5 km de ski de fond, qui est de gagner le marathon, qui est ça, tu vas finir par atteindre l'excellence puis gagner. Comme oui,
mais encore, parce que là, on parle de gagner, on ne parle pas des dommages qui vont être faits, puis on ne parle pas, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour gagner? Et c'est là que, puis je serais curieux d'en savoir plus sur le Person Environment Fit. Moi, ce que j'ai l'impression que tu proposes, c'est comme, oui, le focus de Terry Orlick, c'est excellent pour certaines personnes. Je pense que dans certaines personnalités, c'est comme, OK, il faut que je sois sur une chose dédiée à ça, puis comme je me lève du matin au soir, puis je prends comme une semaine complète de congé après ça, après 6 mois, parce que c'est comme ça que la personne, elle fonctionne, d'être super intense puis super concentrée. Mais il y en a d'autres, comme la personne que tu parles, ou un exemple d'un autre athlète que j'ai connu par intermédiaire, là, via un entraîneur, que cet athlète-là, il a besoin de jouer de la guitare. On peut-tu laisser jouer de la guitare, tu sais, s'il a besoin de jouer de la guitare? Puis c'est un peu ça, c'est qu'il y a plusieurs approches, puis qu'il n'y a pas juste l'approche focus 100% dédiée, mais qu'on élimine les gens qui ne sont pas comme ça au départ. Mhm. Écoute, moi, j'ai fait mon premier domaine plus élite, ça a été la musique. J'ai fait mon primaire, mon secondaire dans une école de musique classique. Puis je pense que ça a contribué. Bon, OK, là, moi, j'étais une patineuse artistique, donc évidemment, il y avait peut-être un peu de transfert possible entre ces deux disciplines-là. Mais quand même quand j'étais dans le gym, on m'appelait le maestro tu sais, quand on faisait de l'échelle d'agilité ou toutes les tâches de coordination. Pour moi, c'était des tâches rythmiques que si on me donnait un rythme, j'arrivais beaucoup plus à le faire que si on me disait droite, gauche, gauche, droite. Pour moi, ça voulait rien dire. Mais si tu me disais tatam, tam, tam, tatam, tam, tam, OK, parfait, je vais te le faire, puis pas obligé de me dire quel pied il faut que je mette. Bon, musique est une chose, mais il y en a que c'est le théâtre, il y en a que ça va être complètement autre chose qui n'a pas rapport. Puis dans l'article, j'apporte un argument en utilisant les scientifiques qui ont gagné des prix Nobel, que la plupart, le numéro un facteur différentiel, mon Dieu, des fois, hein, le numéro un facteur différentiel entre ceux qui ont gagné un prix Nobel et ceux qui ne l'ont pas, c'est justement leur engagement avec art and craft. Donc, d'être capable, il y avait un bon niveau, pas juste je fais de la peinture le samedi matin pour le plaisir, mais comme je m'engage sérieusement dans une pratique artistique à l'extérieur de mes travaux scientifiques, de diversifier sa vie comme ça. Encore là, il y a sûrement des scientifiques qui ne se sont que concentrés sur leurs travaux et c'est vraiment correct. Dans l'idée de la personne et le fit entre la personne et l'environnement, essayons de le dire un peu en français, le plus qu'on peut, c'est de prendre le temps de s'intéresser à comment l'individu interagit dans son environnement. Et lorsqu'on commence à voir que peut-être qu'il y a des comportements ou des attitudes maladaptives, de se dire, est-ce que peut-être l'environnement n'est pas le meilleur environnement pour l'individu? Et on propose une solution justement avec le Landscape of Affordance, d'être capable de mesurer, là, notre traduction française va être vraiment très libre, mais je pense qu'on pourrait appeler ça le paysage des affordances. C'est-tu, justement, affordances, c'est-tu possibilité ou c'est les moyens? C'est ça les Possibilité traductions d'action. littéraires que j'ai trouvées. Possibilité Possibilité d'action. d'action Fait que l'environnement procure. bon, on Donc, pourrait dire paysage des possibilités. ouais, peut-être, le paysage des possibilités. Tu sais, puis là, je vais donner un exemple vraiment concret. Si à chaque fois que tu mets un pied dans le gym, ta seule possibilité d'action, c'est de suivre les instructions de ton entraîneur et que si jamais tu déroges de ça, tu as punition, conséquence, bien, ça devient un paysage de possibilités vraiment très, très étroit. Là. Ou, bon, je mets des images dans l'article où est-ce que soit que toutes les possibilités t'apparaissent un peu comme les mêmes. Tu sais, tu t'en vas au gym, tu es obligé de suivre les instructions. Tu t'en vas dans l'eau, là, si c'est un sport d'eau, tu suis les instructions. Faut que tu manges, tu suis ton plan. Dans le fond, là, peu importe l'action que tu dois poser, ben, tu fais toujours la même chose. Donc, ton paysage devient vraiment très beige, très Ouais, ouais. boring. Puis là, bon, on dessine ça avec des petits cubes qui sont toutes comme égales, toutes gris et égales, comme un peu pas vraiment excitant, en fait. Encore là, Mhm. certaines personnes vont s'y plaire. Certaines personnes ont besoin de ça, puis écoute, c'est correct. Mais d'après moi, si on trace une distribution normale, je pense qu'il y a peut-être une partie,
peut-être la partie la plus à gauche comme qui vont s'y plaire là-dedans. Je suis pas sûre que c'est la moyenne qui s'y plaise quand toutes les possibilités d'action sont les mêmes. Donc là, l'idée, c'est, hey, on peut-tu diversifier ça un peu? Euh, en, en discutant, tu sais, en demandant à l'athlète, hey, tu sais, écoute, là t'es arrivé au niveau élite. C'est sûr que quand les athlètes arrivent au niveau élite, là, sont pris en charge, sont encadrés, puis là, ils ont tout, là, ils ont les services, mais comment on peut naviguer ça en leur permettant quand même une certaine liberté? Puis là, tu sais, moi, les athlètes qui vont à l'école, malgré qu'ils sont de très haut niveau, qui continuent leur poursuite académique, qui ont une vie sociale, que, tu sais, justement, sont pas obligés de manquer tous les événements sociaux de leur vie parce qu'ils doivent s'entraîner le lendemain matin à 6 heures du matin ou parce que, bon, c'est sûr qu'ils vont en manquer des événements sociaux à cause des compétitions, puis ça, tu peux pas changer, puis c'est bien correct. Mais est-ce qu'ils sont obligés ou est-ce qu'ils sont obligés de se faire culpabiliser parce qu'ils ont été, parce que ça, c'est des choses que j'ai vues aussi. Ah, l'entraîneur permet, ah, vas-y à ton party, mais le lendemain, par exemple, je vais te passer une couple de petits commentaires sur le fait que tu as l'air fatigué ou sur le fait que tu. Fait que, OK, t'es allé, mais là, je veux dire, c'est-tu plaisant d'y aller quand tu te fais culpabiliser? La même chose avec toute autre activité euh, de plaisance, là, leisure activity, ou même de t'engager plus sérieusement dans une poursuite autre, qu'elle soit artistique, euh, qu'elle soit politique, qu'elle soit, tu sais, n'importe quoi qui t'intéresse. Dans le fond, là, ça peut être, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui bénéficieraient d'avoir ces choix-là sans se sentir coupable. Puis là, ça, je pense que c'est un gros point aussi de dire, de le faire en sachant que tout le monde est d'accord avec ça. J'ai une athlète Mhm. qui a dû faire le choix entre l'école et le sport récemment parce que si elle se dévoue pas, ben, elle doit être mise à l'écart. Puis là, t'es comme, mais elle a encore plein de potentiel à exploiter. Elle demande juste 1 an pour débuter une carrière académique qu'elle veut vraiment faire. Puis la connaissance, je le sais qu'elle va faire ses entraînements quand même. Puis donc, il y en a plein d'exemples comme ça. Il y en a trop, en fait, d'exemples comme ça. Mhm. Puis c'est là que je pense qu'un point que vous soulevez justement, puis que je suis d'accord, c'est comment est-ce qu'on parle juste des côtés négatifs de faire d'autres activités, c'est-à-dire le temps que tu vas manquer dans ton sport, c'est-à-dire la fatigue que tu vas avoir le lendemain. D'ailleurs, l'exemple que tu as mentionné tout à l'heure sur tu vas faire le party le lendemain, si c'est juste des commentaires, c'est déjà bien, là, dans un sens qu'il y en a que c'est comme, bah, ben, t'étais là, on a des équipes de soccer, tu allé faire le party hier, ben, même avant même de voir à quel point tu es en forme aujourd'hui, tu vas être un réserviste, même si habituellement tu serais toujours un partant, par exemple. Il y a clairement des conséquences qui vont arriver dans ce sens-là, puis on n'encourage pas ça, bien entendu. Fait que, tu sais, je trouve ça, puis c'est là que mon point, où est-ce qu'on parle pas souvent des bienfaits. Puis, justement, bon, tu sais, ton article, elle m'a parlé beaucoup pour des raisons évidentes. J'en parlais avec une médecin du sport, justement, en préparation de ça. Puis, tu sais, je disais, c'est fou parce que des fois, mettons, on prend l'athlète de hockey, puis là, j'ai juste l'exemple de Vladimir Malahov, je pense en 2001 ou en 2002, dans ce coin-là, ancien défenseur du Canadien de Montréal, défenseur, je suis pas mal sûr, mais citez-moi pas là-dessus. Le point, c'est qu'il s'était fait critiquer parce qu'il avait décidé d'aller faire du ski alpin en plein milieu de la saison. Puis là, tout le monde l'avait bâché. Puis là, il s'était fait, je pense, même suspendre pour un match parce que, clairement, puis je peux comprendre jusqu'à un certain point que dans son contrat, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de faire d'autres sports. De ne pas avoir le droit de faire d'autres sports, puis de ne pas te dire que tu ne seras pas assuré si jamais tu te blesses en faisant un autre sport, de ne pas te faire assurer parce que tu te blesses en faisant un autre sport, je peux comprendre ça. Mm-hmm. De ne pas avoir le droit, quand ça ne nuit pas aux activités de l'équipe, j'étais comme, mais c'est vraiment problématique. Parce que, il peut avoir un bienfait au niveau de l'entraînement, de solliciter des groupes musculaires des groupes musculaires similaires, mais d'une façon différente. Après ça, juste la réénergisation. Tu travailles d'autres habiletés. Tu passes du temps à l'extérieur. On sait que le temps à l'extérieur, ça fait que c'est tellement une vision réductionniste de l'impact que ça peut avoir, comme si c'était juste négatif, mais il y a des bienfaits. Et là, le lien avec la médecin du sport qui parlait, elle disait, puis sais-tu qu'est-ce qui est intéressant, François? Elle dit, tu sais, probablement que si tu cherches dans les docteurs associés avec la NBA, les docteurs associés avec la Ligue nationale de hockey, les docteurs associés avec la NFL, ils ont probablement un indice de probabilité de risque de blessure selon l'activité pratiquée. Mais si on sait que tu as une chance sur 100 000 de te blesser en faisant du ski alpin, mais que les bienfaits, c'est réénergisation, c'est le calcul devient simple de dire, ben comme on le laisse, puis on le laisse faire.
Fait que, tu sais, là, tu dis, tu vas faire du saut en parachute. Je veux dire, bon, ben, techniquement, on ne devrait pas avoir ce contrôle-là sur les athlètes, mais je suis comme saut en parachute d'un building, tu as une chance sur 60 de mourir, peut-être pas le meilleur choix. Tu sais. Puis en passant, ça, c'est une statistique réelle. Si tu fais du saut en parachute d'un building, une chance sur 60. Fait que là, on s'entend, on n'est pas à l'extrême. Mais tout ça pour dire que, comme le contrôle sur les athlètes est intense, là. Puis on ne parle pas des bienfaits. Quand le risque, une chance sur 100 000, puis là, le ski alpin, je ne sais pas si c'est une chance sur 100 000, c'est peut-être même une chance sur 1 million. Là. Combien de descentes que ça prend avec quelqu'un se blesse, je ne sais pas. Mais le point avec ça, puis, en tout cas, bref, je ne sais pas où c'est que j'allais avec ce commentaire-là, mais je pense qu'on a un peu trop de contrôle, puis on ne parle pas des bienfaits. Puis est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Puis est-ce qu'on devrait plus en parler justement? Puis comment on le fait? Ben, différentes choses qui ont émergé dans mon cerveau pendant que tu parlais. Le fait de mettre ça sur des comptes, et je sais que ça existe, puis je l'ai vu, puis au cirque, c'est pareil d'ailleurs. Depuis quand les athlètes, c'est des propriétés, là? Tu sais, c'est comme s'ils nous appartenaient, puis que c'est comme des objets que, hey, toi, ta tâche, c'est de venir jouer au hockey, dans le cas de ce que tu as dit. Hey, wow, 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 là. Quand on fait n'importe quel autre travail dans la vie, là, je veux dire, tu peux aussi te blesser en faisant du ski et donc manquer quelques jours de travail, n'importe quoi que ton travail est, là. Puis il n'y a aucun autre emploi dans la vie que tu as ça dans tes contrats, là, que tu n'as pas le droit de faire X, Y, Z d'activité par risque de blessure. Bon, ça n'existe pas, premièrement. Donc, c'est quand même assez fort à quel point on possède les athlètes. Ah, moi, ça me... Bon. Deuxièmement, moi, je suis vraiment curieuse. S'il n'y avait pas ça dans le contrat, là, mettons que combien d'athlètes, tu sais, lui avait un intérêt pour le ski, bon, mais c'est pas, souvent je ressens une peur de la part du système sportif que si on ouvre la barrière, c'est comme si tout le monde allait se pitcher comme des fous, puis ben, c'est pas du tout ça l'évidence que moi j'ai. Quand on donne de la permission aux athlètes, la plupart, et là, oui, encore une fois, si on dresse notre courbe normale, il va y avoir quelques extrémistes qui vont pousser trop loin, mais la plupart des athlètes ne veulent pas se blesser. La plupart des athlètes ne veulent pas nuire à leur carrière. Donc, la plupart des athlètes, quand ils ont la permission d'aller faire d'autres activités, vont faire attention, vont y aller dans un certain niveau d'acceptabilité, là. Tu sais, comme tu dis, ils vont pas aller se pitcher d'un building. Je pense pas, en tout cas, à moins que ce soit des méga adrenaline junkies, là. Mais tu sais, ça, encore là, dans une courbe de distribution normale, il y a très, très, très peu de la population qui est dans ce créneau-là. Ensuite de ça, bon, si on leur permet d'aller faire le party, oui, je suis d'accord, il y en a peut-être un de temps en temps qui va abuser. Puis celui-là, il va peut-être falloir le recadrer, mais clairement, ça sera pas la majorité. Je pense qu'on fait beaucoup plus de tort pour ces peut-être minuscules pourcentages de cas-là qui, oui, peut-être abuseraient, de restreindre tout le monde et de mettre ça dans des contrats. Ben, je pense qu'on fait plus de tort à la moyenne qu'on fait de bien à quelques petits pourcentages qui, peut-être, oui, abuseraient de cette liberté-là. Puis juste ton premier point, puis je vais retourner à ton abus de liberté, mais le premier point, tu me parles, puis ça, je vais me permettre de faire un commentaire là-dessus parce que je l'ai vu trop de fois, puis je le vois encore trop souvent. Les chandails, là aussi, c'est écrit Property of St. John's College. Là, comme, on peut-tu arrêter le Property of St. John's College ou cette affaire sur les gilets quand on parle d'un athlète? Ça, c'est très problématique. Mais là, moi, de te relancer, tu sais, puis là, j'ai mis l'exemple du saut en parachute d'un building parce qu'il y a un de mes amis qui est un gros fan de parachutisme, puis moi, j'ai peur rendu à 3 mètres dans les airs. Là. Fait que c'est toujours quand je parle avec lui, je suis toujours un peu en admiration jusqu'à un certain point. Mais ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait ça dans l'environnement d'une équipe sportive? Parce que demain, tu as la personne intense qui veut se concentrer, qui veut que faire du hockey pendant 70 heures. Exemple extrême, mais caricatural parce qu'on se comprend mieux comme ça. Mais tu as d'autres personnes qui veulent faire les pratiques, les entraînements, puis après ça, aller jouer de la guitare, puis après ça, aller lire un livre, puis après ça, aller prendre un café, mais qui fait quand même tout ce qu'elle a à faire, là, qu'elle respecte les règles d'équipe. Comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'entraîneur ou comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'organisation pour permettre à ces deux personnes-là? Parce que, tu sais, moi, j'entends l'enjeu, puis je parlais avec un entraîneur-chef de bon calibre dans les dernières semaines, puis je suis comme, OK, si je permets ça à un de mes entraîneurs ou si je permets ça à un de mes athlètes, là, après ça, ça veut dire que les 70 athlètes ou les 60 athlètes ou les 30 athlètes,
faut que je leur permette. Tu sais, comme, mais tu sais, je le comprends, le coach, mais je comprends ton point de vue. Fait que moi, je me dis, comment est-ce qu'on négocie ça? Ben ça aussi, je trouve que c'est pas si vrai que si on le permet à un, tu sais, l'athlète dont je te parlais tantôt qui veut poursuivre une carrière académique assez intense, les autres, ils veulent pas faire ça, là. Il y a pas personne d'autre qui est intéressé à suivre ce genre de carrière-là. Puis là, je tais le type de carrière juste pour garder la Bien sûr. confidentialité là, des athlètes. Mais tu sais, c'est pas. Écoute, je pense qu'il y a toujours, surtout quand c'est une équipe sportive, un sport d'équipe, là, tu sais, c'est différent quand c'est des sports individuels, mais un sport d'équipe, c'est sûr que tu as ton baseline, puis tu as tes pratiques, que tous les athlètes doivent être là, puis doivent faire de l'entraînement. OK, ça, c'est un non négociable, puis je pense que ça doit exister. Encore une fois, puis j'en discute dans l'article, je trouve que le sport est beaucoup trop orienté vers la quantité. Donc, c'est parce que Mm. c'est facile à gérer. Si tu penses que tu dois t'entraîner 35 heures par semaine pour atteindre un objectif, ben, les heures, c'est facile à compter. Ça se compte super bien. Tu mets ça dans ton horaire, tu atteins 35 heures, tu penses que tu as fait ta job. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à s'éloigner un peu de ce modèle très quantitatif-là. La même chose avec ce qu'on mesure avec les athlètes. On mesure beaucoup, beaucoup de trucs Mhm. quantitatifs. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais je pense qu'à un moment donné, il faut step back et se dire, OK, c'est quoi qui est vraiment un non négociable que je dois avoir tous mes athlètes ici, puis que tout le monde en bénéficie parce que c'est une pratique tactique, c'est une pratique, OK, peut-être que c'est 25 heures. Bon, j'ai mon baseline de 25 heures, puis ça, c'est pas un négociable, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là à l'heure et that's it. Autour de ça, est-ce qu'il y a une partie, un 10 heures, qui peut être adaptée, qui peut être ouais, c'est ça, qui peut être adapté. Et là, c'est là que même dans un contexte d'équipe, il peut avoir ce person-environment fit-là. Puis peut-être qu'il y en a, je sais pas moi, dans une équipe de 20 athlètes, t'en as 10 que dans ces 10 heures-là, ben, ils vont aussi le passer dans le milieu d'entraînement spécifique, mais qu'il y en a que, pour vrai, on se fait beaucoup de mensonges, là. Il y en a qui bénéficieraient de aller ailleurs, faire d'autres choses, se changer les idées. Puis, hey, tu sais, à la fin de l'histoire, c'est-tu le nombre d'heures d'entraînement qui compte ou c'est qu'il soit capable de performer en étant bien? Et là, ça, c'est là que ça devient intéressant. Si l'athlète reste les 10 heures de plus, puis là, j'ai un peu la piscine dans la tête parce que j'ai travaillé dans beaucoup de sports d'eau, les 10 athlètes qui décident de rester dans la piscine pour continuer à faire leur développement technique, good on them, si c'est eux qui veulent choisir. Euh, mais que les 10 autres décident que, hey, il y en a une qui s'en va plus dans le gym faire du pilates parce que ça lui fait du bien, puis que l'autre, elle décide qu'elle, là, dans le fond, aujourd'hui, elle n'a pas la tête. Tu sais, de laisser cette liberté-là, j'ai vraiment confiance, puis peut-être que je suis vraiment naïve, mais j'ai quand même confiance euh, en la capacité humaine que, tu sais, les athlètes qui veulent vraiment, rendus au niveau élite, là, on parle, là, ils sont sur l'équipe nationale, là, ils veulent faire l'équipe. J'ai jamais, dans tous les sports que j'ai travaillé, vu un athlète qui était là puis qui m'a dit « Ah, moi, je m'en fous de ne pas faire l'équipe anyway. » Mhm. J'ai jamais entendu ça. Ils veulent, mais là, malheureusement, on leur impose l'idée que more is more. Fait que si tu restes dans, tu sais, le fameux Sidney Crosby qui reste après les entraînements, Michael Jordan, tu sais, Mhm. ben eux, c'était ils fitaient là-dedans. Puis eux, c'était des obsédés de leur sport qui ont été capables de, mais ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Il y en a d'autres, il y en a qui me disent, oh mon Dieu, faire mes devoirs, ça me fait tellement du bien, tu sais, quand c'est rendu, c'est comme, oui. Tu sais, Puis, ça, tu sais, quand ça tu me parles de bien, distrait. là, Vas-y. excuse-moi, mais tu sais, quand tu parles de bien, justement, puis en étant bien, ça me parle parce que, tu sais, c'est comme si on sous-estimait l'impact de la motivation à long terme sur la possibilité que l'athlète atteigne ses performances. Parce que oui, tu vas peut-être perdre à la semaine à l'intérieur de ton mésocycle, tu vas peut-être pas réussir à faire autant de gains d'amélioration, peut-être, là, même sur la distance de 100 mètres en crawl, si on prend l'exemple de la natation. Peut-être. Ça, on assume. Puis là, encore là, probablement que ça va revenir au même. Mais la motivation à long terme pour l'athlète de s'engager dans ton programme sportif, du fait qu'il va avoir la flexibilité d'aller ailleurs, faire autre chose, ça va justement être bénéfique à long terme pour sa possibilité d'avoir du succès. Mais l'autre affaire qui va probablement arriver, puis quand tu dis que tu étais naïve, clairement, je pense pas que tu es naïve parce que tu es quand même bien informé sur ce qui se passe à travers le monde,
Mais la première chose qui va probablement arriver, mettons qu'on aurait un 10 heures flexible, là, comme tu laissais sous-entendre, l'athlète, la première fois qu'il va se faire proposer, il va faire comme Hein? Quoi? Quoi? Je peux choisir ce que je vais faire? Tu sais, comme... Puis là, ça va être clair, il va y avoir un inconfort, une incertitude qui va être entourée par rapport à ça. Mais après ça, il y a plein d'enjeux. Un, motivationnel, théorie de l'autodétermination, on ramène l'épisode de Jacques Forêt, mais aussi sur le fait que l'athlète va être probablement plus intentionnel dans son parcours. Puis ça va amener à être plus conscient de ce qu'il va faire. Puis ça, je pense que ça va porter justement à une amélioration plus rapide et potentiellement une performance qui est plus soutenue. Tu sais, donc ça, je pense que ça va être un inconfort au départ, mais qu'après ça, ça va être bénéfique. Puis ce que je trouve bien intéressant, Ah oui. mais vas-y avant, je vais te relancer avec 2 idées que j'ai par rapport à ça, mais je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ben, en fait, c'est juste que quand on dit que ça fait plus de tort, là, bon, tu le sais que je fais du développement de la créativité, puis tu sais, je travaille dans une équipe professionnelle en Australie. Je les aide à changer un peu leur warm-up pour donner un peu plus de permission de bouger différemment. Tu sais, on en est là, c'est pas... Et, et ça me fascine, juste pour ton point. Quand je leur dis, hey, montre-moi d'autres façons de, tu sais, comme travailler sur tes jambes ou moi, n'importe quelle façon de faire des lunges, des fois, là, la réponse, c'est « Ah, je sais pas. » C'est un peu triste qu'on t'ait montré une façon de faire un lunge. Puis, tu sais, c'est des athlètes professionnels, là. Ils en ont fait de l'entraînement. Et tu sais, une première réaction, c'est cet inconfort-là dont tu parlais, de pas savoir c'est quoi les autres possibilités. Puis là, t'es là, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Tu sais, je dirais, bon, premièrement, tes jambes bougent dans un infini nombre de degrés. Fait que déjà là, explore juste les degrés, tu sais, les différents angles. Que, bon, déjà là, c'est un. Mais tu sais, tes bras bougent d'une façon, ton tronc bouge d'une façon, tu peux bouger ta tête. Là, tu leur donnes toutes ces options-là, puis ils sont là, ah, j'avais jamais pensé à ça, puis t'es comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu sais, de mettre les corps dans des petites boîtes de même. Puis là, on fait la même chose avec leur vie en général. Tu sais, je suis certaine, Frank, tu as complètement raison. Si on donne une liberté aux athlètes au début, ils ne sauront pas quoi en faire. Ils vont être comme, j'aimais mieux quand tu me disais quoi faire, évidemment. Parce que pas toutes, ceux qui sont à la fin de notre fameuse distribution normale, qui ont cette urge-là, qui ont vraiment ce besoin-là de diversifier leur pratique. Je pense que certains vont juste bien sauter sur l'offre, mais notre moyenne là, va être un peu déstabilisée. Bref, c'était mon commentaire. Clairement. Puis là, tu as mentionné un peu le captured body. Je sais que c'est un concept important, c'est-à-dire que, bon, je ne connais pas très bien le concept, fait que je vais laisser l'expliquer, mais quand tu faisais référence à cet athlète-là, justement, qui ne sait pas trop quoi faire de son corps, ce qui est un peu ironique parce que sa job, c'est de bouger son corps jusqu'à un certain point, tu sais. Fait que, ça. Mais c'est quoi un peu le concept de captured body, puis qu'est-ce qu'on devrait en comprendre? Parce que, encore, pour moi, je ne suis pas sûr que je fais bien la transition, puis ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez diversifié mes expériences sportives et professionnelles, mais ça sera une autre histoire. Écoute, c'est un terme que moi, j'ai lu dans un article de Cirque, d'où aussi peut-être, tu sais, je mixe un peu toujours ces styles de littérature-là. C'est un auteur qui explique à quel point, ben, au cirque, c'est un peu pareil, hein, quand les artistes se font engager pour une compagnie, ils vont apprendre un numéro et malheureusement, pour certains, ils n'ont aucune liberté de choix dans la chorégraphie et ils vont se faire imposer des mouvements et ils vont répéter ce numéro-là le plus précisément possible, parfois 10 soirs par semaine, et ce, pendant des années. Puis elle s'est intéressée à l'impact psychologique de capturer les corps dans dans un range de mouvement très limité. Puis elle s'est rendue compte que les artistes, justement, qui avaient très peu de possibilités ou de liberté d'action sur leur corps, ben, avaient tendance à, justement, diminuer leur motivation jusqu'à un certain niveau dépressif, à déconnecter de leur corps, à être devenir un peu des machines, en fait. Et moi, je trouve que dans le sport, on s'intéresse pas beaucoup à l'impact de la demande sur le corps, l'impact psychologique de, tu sais, on a des sports aussi qui sont très répétitifs, là. Tous les sports de vitesse, par exemple, le corps est mis dans une boîte et pour être efficace, pour être rapide, tu dois bouger d'une certaine façon et malheureusement, dans le reste de l'entraînement, on t'offre pas nécessairement d'aller explorer d'autres façons de bouger par la fameuse peur de la blessure. Et là, ça, c'est quelque chose que j'entends
encore et encore et encore. Encore, v'là quelques semaines, j'étais dans un coach, dans un développement, formation pour le développement des entraîneurs en Australie et je me suis encore fait poser la question, ouais, mais si je permets, c'était une coach de rowing, si je OK. permets aux athlètes de faire du mouvement créatif à l'extérieur, ils vont pas se blesser. Puis je suis comme, tu penses pas qu'ils se blessent en répétant la même tâche toujours et toujours et toujours? Tu sais, le risque est. On revient encore à notre mesure de risque qu'on parlait tantôt, toi puis moi. Je pense que si on commence ce développement-là assez tôt, de ne pas les mettre dans une boîte trop tôt, justement, non, je veux dire, il y a pas de plus, il y a pas plus de risques. Est-ce qu'il y a des risques de blessure? Évidemment, parce qu'il y a des risques de blessure en répétant la même tâche, en faisant, dès que tu bouges ton corps, il y a un risque de blessure, là, tu sais, bon. Mais Mmh. plus élevé qu'en répétant la même tâche, je pense pas. Et là, ça serait quoi les bienfaits psychologiques si, à travers l'entraînement des athlètes, il y avait cette possibilité-là d'explorer par eux-mêmes comment ils veulent bouger leur corps sans nécessairement toujours se faire instruct, like se faire dicter comment le bouger. Je pense pas qu'on a des réponses à cette question-là, mais c'est une question que je soulève dans l'article. Et encore une fois, si on permettait, tu sais, le joueur de hockey dont tu parlais plus tôt, peut-être là, qu'il est allé faire du ski là, parce qu'il y avait un besoin criant à l'intérieur de lui de bouger différemment, puis ça lui a fait du bien psychologiquement. Tu sais, tantôt, tu parlais de la musculature par rapport à cet athlète-là. Moi, je pense que ça doit être aussi une espèce de besoin interne de dire hey, je suis tellement écœurée de juste bouger dans mes paramètres hockey. J'ai le goût de filer d'autres choses, de glisser sur une autre substance, pas de la glace, de la neige, tu sais. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ces besoins humains-là. Tu sais, vraiment, puis ça me fait penser, de façon plus anecdotique au fait que, bon, de 2 choses en bout de ligne. En kinésiologie, on le sait que pour prévenir les blessures, il faut que tu t'entraînes dans différents axes. Si tu fais toujours les mêmes actes, toujours les mêmes mouvements, tu as plus de chances de blessure parce que dès que tu sors de cet axe-là, dès que tu sors de ce plan de mouvement-là, tu vas avoir plus de chances de te blesser. Et donc, de faire différents mouvements, comme oui, tu as plus de chances de te blesser si tu fais justement, comme tu mentionnais, tout le temps la même chose. Mais à un moment donné, justement, de faire d'autres choses, ça va te prévenir des blessures. Puis quand tu me parlais Mhm. de ça, quand on parlait de spécialisation tout à l'heure, une affaire qui ressortait pour moi, puis tu sais, là, il y a plein de paramètres, mais comment est-ce que j'ai rarement eu des blessures dans ma carrière d'athlète, jusqu'à temps que 4 ans, ben non, j'ai arrêté de jouer au basketball, je pense, à ma première année au collégial. 4 ans plus tard, j'ai commencé à enchaîner les blessures au coton. Puis là, je me demande, hey, j'aurais-tu dû finir ma carrière collégiale, jouer plus longtemps, puis justement, ça m'aurait aidé, un, d'avoir un plus haut plafond comme dans mon potentiel athlétique, mais deux, ça m'aurait-tu épargné justement plusieurs blessures. Puis là, tu amènes un autre point, puis ça, c'est le début de ton commentaire quand tu parles de la quantité. Tu sais, quand tu disais qu'on parle juste de la quantité, très quantitatif. Mais dans l'article, là, vous partagez un exemple qui est poignant. Puis je vais la lire, si tu me le permets, Véro, pour t'épargner, un, la mémoire, puis deux, la traduction. Mais, puis ça, c'est dans mes mots à moi, là. Mais dans l'article, vous commentez sur la comparaison entre deux groupes de gymnastes. Je pense que c'est des groupes, mais j'ai peut-être mal compris. Et vous regardez leur parcours de 4 à 16 ans. Le premier groupe a complété 30 heures par semaine d'entraînement en moyenne de 4 à 16 ans. Ça, on pourrait revenir à une autre histoire avec mes filles que certains auditeurs et auditrices connaissent déjà. Mais pour un total de 18 835 heures d'entraînement rendu à l'âge de 16 ans. Certains membres de ce groupe ont gagné des compétitions internationales, si j'ai bien compris, mais ils n'ont pas pratiqué plus de 2 autres activités. Ils ont eu plus de problèmes de santé et moins de joie que le deuxième groupe. Et c'est là que ça devient intéressant. Le deuxième groupe s'est entraîné pour l'équivalent du tiers de l'autre groupe. Donc, un tiers, 1/3, soit seulement est mis en guillemets, / en italique dans l'article, 6 686 heures dans la même période. Donc, le tiers. Mais avec le tiers de l'entraînement, ces gymnastes étaient premiers dans leur pays et seulement 13e au monde. Ça parle en maudit, un exemple de même. Ben ça, c'est un article d'ailleurs, c'est pas, ça vient pas de moi, c'est un article de Law, quelque chose, un autre auteur, Picoté, il est là-dedans aussi, là. Écoute, moi, ça me fait, cet article-là, je le, je le, je suis en contact avec cet article-là depuis que j'ai fait ma maîtrise. Puis c'est fou comment tu peux relire un même article et avoir une perspective différente. À l'époque, je travaillais justement, ma maîtrise était sur les aspects psychologiques liés à la pratique délibérée. Donc, j'avais utilisé cet article-là de façon très différente, disons.
Et je sais pas, je suis juste retombée, c'est dans mon EndNote, puis je cherchais de la documentation en lien avec la pratique délibérée pour l'article dont on parle aujourd'hui. Puis là, je suis retombée là-dessus, puis je me suis dit, oh my God, OK, l'article démontre que plus d'heures d'entraînement amène à plus de succès. Bon, mais il démontre aussi que, wow, ça vaut-tu vraiment la peine? Pour le tiers, tu sais, ces athlètes-là qui ont vécu l'expérience d'arriver 13e au monde, d'arriver première dans leur pays, ils ont quand même eu une expérience sportive qui était de haut niveau. Se sont rendus au championnat du monde. Je pense que tout le monde pourrait considérer que c'est d'un assez haut niveau. Puis ils n'ont pas ruiné leur santé, puis ils ont apprécié leur expérience, alors que les championnes du monde qui, bon, c'était de la gymnastique rythmique, il faut quand même ouais, de la gymnastique rythmique, il faut quand même le dire. Ça fait une différence dans la perspective de l'article. Mais tu sais, je sais pas, moi, ça m'a juste frappé à quel point, encore une fois, c'est quantité, quantité, quantité. Puis le bien-être de l'athlète à travers ça, qu'est-ce qui va ressortir de l'expérience? Ça semble être plus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent de cet article-là que plus d'entraînement amène plus de résultats. Moi, je serais curieuse aussi, on n'aura jamais vraiment de groupe contrôle parce qu'on ne peut jamais dédoubler le talent de certains athlètes, ça va toujours être des athlètes différents. Mais tu sais, de savoir si on donnait justement cette liberté-là aux athlètes qui en ont besoin, aux athlètes qui le demandent, est-ce qu'on pourrait avoir un profil plus diversifié, rendu au top, puis en avoir des athlètes qui gagnent des médailles aux Jeux olympiques sans avoir mis de côté tout le reste de leur vie? Je pense qu'on a des exemples quand même dans les sports un peu plus nouveaux qui, bon, peut-être n'ont pas encore subi les conséquences du système sportif. Là, je pense à tous les sports, je ne sais pas si on dit, en anglais, on dit action sport. En français, je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'on dit On se exactement. comprend, on se Je comprend. donne un exemple aussi dans l'article entre le ski de fond puis le freestyle skiing, où est-ce que Mhm. justement les freestyle skiers ont demandé, ont diversifié beaucoup plus leur pratique que le ski de fond, mais tu sais, cet article-là est vraiment intéressant parce que tu te dis, ben, c'est un peu culturel. Est-ce qu'on a un exemple de ski de fond, d'athlètes de ski de fond qui pourraient s'être entraînés un peu moins, avoir plus diversifié, mais quand même atteindre des hauts niveaux? Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Moi, c'est ce que je sens quand j'en parle aux gens, la peur que... Puis même les athlètes. D'ailleurs, il y a gros de l'inspiration de cet article-là qui vient de discussions avec des athlètes à ce sujet-là. Il y a la peur que, ouais, mais tu sais, comme si on donnait cette liberté-là, là, le 10 heures de tu fais ce que tu veux, ça compte dans ton entraînement, mais tu fais ce que tu veux. Il y en a plein qui resteraient dans l'environnement spécifique au sport juste par peur. Pas par besoin, par peur que, ouais, mais là, cet autre athlète-là, elle va s'entraîner plus. Moi, je sais que c'est pas de ça que j'ai besoin, mais j'ai peur que si je fais d'autres choses, ça sera pas assez. Mais ça, c'est ça qu'il faut tranquillement tenter de changer, Mhm. Puis, enrichir, transformer. puis avoir de l'ouverture, moi, c'est le terme que je retiens de ce que tu me dis. Ou est-ce que il faut qu'on ait un peu plus d'ouverture, qu'il y a moyen de faire les choses autrement? Puis l'affaire, c'est que oui, c'est une analyse conceptuelle, ce que vous nous partagez, mais il y a de la documentation scientifique et des références scientifiques qui appuient plusieurs des principes ou des propos qui sont amenés. Puis justement, dans cet article-là, avec, bon, tu parlais Jean Côté, comme on parle de ça, oui, plus d'heures va amener peut-être à être au top. Mais l'affaire, c'est qu'il y a deux choses. Est-ce que pour être considéré un succès, il faut que tu sois sur une des marches du podium? Parce que, puis je sais que tu en connais plein d'exemples, mais comme moi, j'ai une personne proche de moi qui a terminé 4e aux Jeux olympiques. On va-tu me dire que c'est un échec puis que cette personne-là n'a pas eu du succès dans sa carrière olympique? Et je veux dire, comme on s'entend que c'est un, avoir de l'ouverture par rapport à l'approche pour se rendre à ce niveau-là, et deux, peut-être une approche un peu plus, tu sais, 13e au monde, c'est quand même pas mauvais, tu sais. Je veux dire, tu peux être le 10e meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, t'es pas un mauvais joueur de hockey non plus, là. Donc ça, c'est l'affaire. Puis l'autre affaire qui s'amène à penser, c'est qu'il faut faire attention à la dynamique du pouvoir, parce que là, mettons qu'on ouvre ce 10 heures-là qu'on parle depuis tout à l'heure comme exemple,
mais de dire, c'est sûr que si c'est présenté d'une certaine façon que, on sait que ce serait pas mal mieux si vous étiez dans l'eau, mais là, je veux dire, en bout de ligne, tu viens de scraper le fait de donner 10 heures de latitude. Et donc là, ça amène un enjeu très important pour moi, qui est l'éducation des entraîneurs. Puis tout à l'heure, tu mentionnais Jean Côté, qui fait partie de cet article-là, mais justement, dans une de ses propositions, dans un des articles qu'on a touché lors de l'épisode 96, c'est de dire que oui, OK, on a le parcours du talent qu'on connaît avec spécialisation hâtive, spécialisation quand même tôt et tout ça, qui va amener à des résultats. On le sait, là, que si tu fais bien des heures d'entraînement, tu vas être meilleur dans ton sport parce que ça va développer ton talent, comme François Gagné l'a bien différencié d'ailleurs. Mais en bout de ligne, dans l'autre parcours qu'il suggère, c'est que peut-être que justement, en étant un peu plus ouvert, on se donne les mêmes chances d'avoir des résultats, mais on minimise grandement les risques des conséquences négatives de la première option qu'on connaît. Cette première option-là étant la spécialisation à n'importe quel point. Puis ça l'amène à un autre point d'un de ces articles, justement, où est-ce que les autres activités sont importantes à inclure. Puis ça, je sais que c'est crucial pour toi. Puis moi, je pense que c'est crucial. Puis ça, c'est important parce que justement, le ministère de l'Éducation du Québec, pour ceux-là qui sont pas dans le milieu québécois, là, qui chapeautent un peu le développement du sport également, mais à l'automne, ils vont présenter leur propre modèle de développement de l'athlète qui distingue, qui est différent justement de ce qui se passe dans le reste du Canada puis de ce qu'on propose avec le DLTA. Mais je suis curieux de voir, est-ce qu'on va parler de spécialisation hâtive, spécialisation tardive, spécialisation appropriée, ou on va juste dire non, on veut encourager des expériences sportives diverses? Mmh. J'aime ce terme-là, spécialisation appropriée. Peut-être que ce serait une façon, en fait, de mettre cette idée-là de person environment fit. Qu'est-ce qui est approprié pour la personne que tu as devant toi? Avec sa personnalité, ses besoins. Puis je sais que ça rend ça plus complexe. Je suis complètement consciente de la complexité que c'est, mais rendu au haut niveau, il n'y en a pas d'excuses. Ils sont pas tant que ça. Genre, t'en as quoi, 20-25 sur une équipe nationale maximum là, dans les sports, peut-être le soccer un petit peu plus, mais la plupart des sports, c'est à peu près ce nombre d'athlètes-là. Je peux pas croire, avec tout le staff qu'il y a autour de ces athlètes-là, qu'on peut pas faire un tailor-made approach. Genre, pour Mhm. vrai, même dans des sports d'équipe. Au développement, au début, je comprends, là, quand tu as 200 jeunes à gérer, bon, là, il faut qu'il y ait une certaine structure, puis tu peux pas commencer à les demander. Mais je pense même pas que c'est là que c'est important. Je pense que les jeunes, de toute façon, c'est plus naturel de varier la pratique. Les parents s'en occupent. Moi, cet article-là était vraiment au haut niveau parce que je trouve que c'est là qu'il n'y en a pas d'excuses pour pas faire, pour pas s'intéresser aux besoins puis aux désirs de chacun des athlètes. Puis encore là, je sais que je vais mettre l'emphase, mais de le faire de façon authentique. Les Mhm. entraîneurs vont décider d'embarquer dans des approches comme ça. Comme tu l'as si bien dit, ça peut pas être comme bon, ben on vous laisse 10 heures de libre. C'est sûr qu'on pense que ce serait mieux que vous soyez dans le gym, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben non, là, tu sais, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit bien. Euh, faut qu'ils y croient, en fait. Puis c'est là que Faut qu'ils y croient que ça va avoir des bénéfices. la relation entraîneur-athlète devient très importante pour comprendre les intentions pédagogiques, les intentions d'entraîneur à l'arrière des commentaires qui sont faits, puis qu'ils comprennent bien la perspective générale. Tu sais. Mais tu sais, tu disais que spécialisation appropriée, tu aimes le terme, mais je pense que c'est une pente glissante parce que je pense que le terme est adéquat, mais en bout de ligne, si la spécialisation appropriée, c'est on a étudié les parcours des joueurs de football qui se rendent dans la Ligue nationale de football et on sait qu'à 16 ans, ils se spécialisent. Donc, tout le monde devrait se spécialiser à 16 ans. Pas sûr que c'est la bonne affaire parce qu'encore une fois, là, on ne va pas dans le fit personne-environnement. Tu sais, ou est-ce que là, c'est Il comme non, faudrait c'est le peut-être fit. ajouter Vas-y. spécialisation appropriée à la personne. C'est pas Mhm. approprié à la moyenne ou à ce qu'on connaît du fait qu'on a sélectionné. Tu sais, c'est vraiment de sortir du cadre puis de se dire, bon, ce qu'on fait depuis plusieurs années, écoute, ça marche pour certains individus parce qu'il y en a des individus qui se rendent au top. On est en train de découvrir que il y a beaucoup de ces individus-là, malheureusement, qui ne le font pas dans un bien-être absolu, que disons qu'il y en a qui sortent de l'expérience un peu amochée. Maintenant, est-ce qu'on peut explorer d'autres façons de faire qui pourraient amener à des résultats vraiment similaires, mais en diminuant l'incidence de, de conséquences psychologiques, de conséquences sociales, de conséquences pour le futur aussi. On le sait, là, une carrière athlétique, ça, on ne se fera pas de cachette personne, ça finit très jeune.
Mhm. Donc, de réfléchir un peu à ça, de se dire, bon, est-ce qu'on peut tester? Puis, écoute, dans l'article, j'offre des idées, des pistes de solutions. Toutes ces choses-là doivent être évidemment testées. J'apporte quelques anecdotes qui, moi, me permettent de croire que ça pourrait être un modèle viable pour plusieurs athlètes en respectant ceux qui ont besoin de ce parcours-là hyper spécialisé. Je veux pas qu'on enlève, c'est d'augmenter le nombre de possibilités, c'est pas de les réduire. Je veux que le parcours, hey, si toi, là, t'as vraiment ce besoin-là de t'entraîner 50 heures par semaine, puis c'est ça, vas-y. Puis que tu te blesses pas, puis que ta santé mentale est bonne, peut-être que c'est fait pour toi, mais on n'est pas obligé d'imposer ce modèle-là sur tous les athlètes qui suivent. Tu sais, on peut-tu avoir d'autres possibilités, puis que chaque athlète puisse choisir. Puis c'est un peu ce qu'on offre là, que dans le modèle le dessin. Là, Mhm. Thomas Roméa a bien ri parce que je fais toujours des dessins dans mes articles. Je suis très conceptuelle dans ma façon de comprendre les choses. C'est un peu ce qu'on offre. On se dit, est-ce que si on augmente le nombre de possibilités, en fait, il va pouvoir y avoir plus d'actions significatives pour l'athlète dans son environnement. Pas juste des actions qu'il se sent obligé de faire, mais des actions qui sont effectivement plus significatives. Mhm. Puis le message global, je retiens de ça, c'est augmenter le nombre d'écarts types de personnes tolérées. Puis quand on parle d'écart types, c'est, bon, tu as la moyenne de personnes tolérées, on veut telle affaire. Ben, comme on peut-tu englober peut-être 90%, là, c'est 2 ou 3 écarts types, là, citez-moi pas pour les aspects statistiques des choses, mais le point, c'est de dire on devrait englober plus de types de personnalités là-dedans. On sait que dans le sport d'équipe, ça peut être bénéfique à l'environnement de l'équipe, tu sais, juste au niveau des bénéfices sportifs, mais deux, c'est juste la bonne chose à faire parce qu'il y a plein de gens qui se ramassent exclus puis qui ne le devraient pas, puis qui pourraient avoir quand même des très bons résultats. Là-dessus, ça fait déjà Ouais, un bon tu bout sais, qu'on se parle, Véro. Vas-y, vas-y. ben, j'allais juste dire, tu sais, je trouve qu'on est dans un monde qui commence à accepter plus les différences, les divergences. On parle de neurodiversité, on parle de diversité d'orientation sexuelle, de genre, de... Mais quand ça vient à l'entraînement, ça, par exemple, il faut s'entraîner. Tu sais, t'es comme, on peut-tu comme suivre tous ces mouvements-là qui nous font comprendre que il n'y en a pas un type d'individu, mais qu'il y a plusieurs types d'individus qui vont avoir besoin de différentes choses à différents moments. Je trouve que, tu sais, des fois, c'est un peu qu'on tu regardes comment le sport évolue, puis tu regardes comment la société évolue, puis tu es comme, oh, il y a un petit décalage. On commence Mhm. à être beaucoup plus ouvert et acceptant dans la société de plein de différences. Puis, à mon avis, c'est beau qu'on puisse être rendu là. Puis dans le sport, des fois, on reste un peu vieux jeu dans la façon dont on regarde les choses. Il faut que tout le monde se comporte, agisse de la même façon. Donc, bon, l'article offre un peu de perspective par rapport à ça. Puis ça augmente la créativité, ça augmente bien les bienfaits. Comme j'avais commencé à dire, je veux mettre un terme à la conversation, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que je veux respecter ton temps et j'avais pris un engagement avec toi que je veux respecter. Mais j'ai peut-être 2 questions pour toi avant de partir. La première, Vas-y. tu as la chance d'aller à une conférence, tu as les mêmes auteurs, là, les tops auteurs, top chercheurs, les personnes aussi intéressantes au niveau de l'expertise en développement des habiletés, là, comme on parlait tout à l'heure. Et puis, tu as le choix d'aller à cette conférence-là à Melbourne, à Québec ou à Madrid. À laquelle des trois tu vas? Lequel qui est partant? Lequel c'est le numéro 1? Lequel qui est le numéro 2, numéro 3? Puis souvent, moi, j'aime jouer à partant, réserviste, coupé. En anglais, on dit start, bench, cut. Laquelle qui est absolument partante, là, tu vas à cette conférence-là. Réserviste, comme, ah, ben si la première ne fonctionne pas, je vais aller là. Puis laquelle que tu ne veux pas aller? Melbourne, Basé sur Québec. basé sur où est-ce que c'est? Oui, exactement. Ah là, tu me mets ça difficile. Oh, Hey, il y en a qui diraient que j'ai fait exprès. ouais, OK, je vais choisir sur la base de deux critères. Un, je pense que Melbourne, ça serait mon numéro 1 parce que pour vrai, tu sais, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, puis là, ça, c'est proche de chez nous. C'est une superbe ville. Et l'Australie est très fort dans les skill acquisition. Fait que je pense qu'on Mhm. pourrait. Non, fait que mon critère numéro 1, c'est à quel point on pourrait rassembler des experts. OK. Puis à quel point je serais peut-être pas obligée de faire trop de voyages. Mais c'est poche comme raison. Non, c'est authentique, on aime ça. Fait que, écoute, je choisirais Melbourne en numéro 1. Après, là, c'est un tough choice parce que
bon, Québec, c'est plus proche de la maison. Je sais plus trop qu'est-ce qui est rendu la maison, mais puis je sais pas à quel point on serait capable d'attirer, mais tu sais, on a quand même du bon monde au Canada, ça serait cool. Je pense qu'on serait capable d'attirer. C'est une ville qui attire aussi bien. Alors qu'en Espagne, on aurait tout le groupe de Dynamical System, par exemple. Fait que là, ça, c'est un peu touché parce que ça serait vraiment cool d'amener ces gens-là. On a aussi le Portugal qui est juste à côté avec Duarte puis tout son lab. Fait que, écoute, les deux, ce serait difficile, mais tu sais, juste pour le sake de l'exercice, allons-y, Québec numéro 2 puis Madrid numéro 3. Il y a plus de chances qu'une personne du Québec écoute le podcast et te critique par rapport à ton choix d'avoir peut-être mis Québec comme coupé. Tu vois? Stratégique. Et puis, Mais question je sais qu'il y a du monde du Québec qui aimerait ça venir à Melbourne, fait que ce serait une bonne excuse aussi de vous amener en Australie. Ça serait cool. Une conférence sur ce sujet-là en Australie, en même temps que le Grand Prix d'Australie, moi, je suis mon apogée de conférence. Dernière question. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10 ans? Ben, écoute, je suis biaisée, mais j'ose espérer que une balance, je vais utiliser le mot balance, entre la performance et le bien-être, un réel, authentique intérêt, et là je mets vraiment l'accent sur ces mots-là, à créer cette balance-là en enrichissant les environnements pour permettre aux athlètes de mieux explorer leurs capacités et d'expansionner leurs habiletés. Je pense que c'est ça qui va faire une différence. C'est bien dit. Ce que j'en comprends, c'est des environnements qui laissent de la place aux athlètes, qui ne vont pas juste les mettre au centre avec plein de gens autour qui vont les critiquer, les retenir ou les contrôler, si on veut, mais qui vont vraiment créer un environnement et qui vont les laisser explorer et se développer. Véro, comme à chacune de nos conversations, enregistrées ou pas, c'est toujours inspirant, toujours intéressant, toujours instructif. Je te laisse peut-être le mot de la fin, puis comment est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent me rejoindre? Mon courriel, si tu veux partager mon courriel de l'Université de Queensland, ça va me faire plaisir de répondre à vos courriels. Je dois avouer que je ne suis pas la championne du monde dans la rapidité des courriels, mais j'y parviens toujours. Sinon, mes trucs sont... Je publie mes trucs sur LinkedIn et Twitter. Encore une fois, je ne suis pas la championne du monde des médias sociaux, mais je finis toujours par répondre. C'est juste un peu de patience. Mais oui, ils peuvent me contacter là, puis ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, des questions, des insultes. Je suis toujours ouverte là-dessus. T'es ouverte au débat. C'est pas des insultes, c'est des débats, c'est important, puis il faut en avoir. On va toutes mettre ces informations-là dans la description de l'épisode. Je veux te dire un gros merci au nom de moi-même et de toute l'équipe qui travaille derrière tout ça. Et tout le monde, on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.